Permettez-moi d'ajouter quelque chose ici. Nous avons appris de la guerre du Vietnam que, pendant des mois, probablement des années, le gouvernement américain était divisé sur la question de mettre fin à cette guerre et de se retirer. Et la raison en était qu'ils étaient en train de perdre. Mais personne ne voulait être le président ou le parti politique en charge afin de faire la déclaration finale. Très bien, nous partons. Nous avons perdu et ainsi nous avons pu voir ces photos incroyables de quelques Vietnamiens s'accrochant désespérément, les mains agrippées au bas de l'hélicoptère en partance alors qu'ils quittaient Saïgon en 1975. On a ensuite eu le même retard au prix d'innombrables vies américaines sur le moment de partir d'Afghanistan, car il était devenu évident que les talibans avaient infligé une défaite finale aux États-Unis. Oh, pardon, la coalition des douteux, excusez-moi, des volontaires. Waouh, savez-vous ce qui est en train de se passer en ce moment? Un débat sur la manière de gérer la situation comparable en Ukraine. Les gens se demandent pourquoi cette focalisation sur un cessez-le-feu, parce qu'un cessez-le-feu, ce n'est qu'un mot, mais c'est une option bien moins douloureuse qu'une défaite finale. Et vous pouvez dire, nous avons obtenu un cessez-le-feu. Ensuite, vous pouvez le présenter comme si nous le leur avions imposé et tout le reste. Ce serait merveilleux pour les Européens qui ont une peur si profonde de leur propre peuple. Que se passera-t-il pour la majorité des Européens, demandez-vous, s'ils doivent assister durant les 6 prochains mois ou l'année suivante à la défaite finale de l'armée ukrainienne fantoche, qui est tout ce qu'il en subsiste? Cela va inciter ceux qui ont été critiques depuis le tout début à brandir leurs doigts et à affirmer « Nous aurions pu empêcher cette guerre d'éclater dès le commencement. » On aurait pu se mettre d'accord à Minsk ou on aurait pu se mettre d'accord à Istanbul pour y mettre fin bien plus tôt. Mais nos dirigeants ont dit « Tenez bon » et maintenant nous sommes horriblement endettés, nous sommes horriblement économiquement touchés. Ils admettent déjà que le coût de l'énergie est exorbitant en Europe et que cela nuit à leur compétitivité. Par conséquent, ces dirigeants qui ont insisté, bien entendu, ils continuent d'insister à présent. Leur propre survie est en jeu et ils le savent. Leur survie politique ne peut supporter une défaite. Ce serait de trop et cela inciterait leur population à dire, puisque la Russie ne les a jamais attaqués, trouver un arrangement. Modifier et réorganiser l'architecture de sécurité de l'Europe, c'est une meilleure option. Autrement, nous risquons de voir se reproduire ici ce qu'ils viennent de vivre dans leur pays, l'Ukraine, un pays horriblement ravagé. Nous ne voulons pas que cela arrive. Un cessez-le-feu immédiat est préférable pour l'Occident à tout cela. Ou pour exprimer la même chose aussi crûment que possible, nous assistons à la demande d'un cessez-le-feu de la part du camp qui est en train de perdre. Bien sûr qu'ils veulent un cessez-le-feu. Est-ce qu'ils vont reconstruire après cela? Bien sûr que oui. Les Russes reconstruiront-ils? Certainement. Aurons-nous alors le même problème? Assurément. C'est pourquoi ce n'est pas une solution pour les Russes. C'est pourquoi Poutine dit « Non, pas de cessez-le-feu, allons aux causes profondes. » Parce que sinon, ça ne finira jamais. L'Occident acceptera cela, car ils font face à « on a perdu ». On a un cessez-le-feu ou repousser le problème à plus tard. Et vu le courage des dirigeants européens et des États-Unis, mon principal pari serait de repousser le problème. Vous savez, imaginez-vous, et je demande à votre public,
Mettez-vous dans la position des États-Unis et posez-vous juste de manière hypothétique. Imaginez-vous ce scénario. Que ferions-nous en tant que nation si nous pouvions enfin reconnaître que l'ère de l'Empire est révolue? Que ferions-nous alors? Quand nous observons cela, vous savez, au cours des 6 derniers mois, la Chine a mis en place davantage de systèmes d'énergie solaire que le reste du monde réuni sur la même période. C'est un exemple de plus, le nième. Combien vous en faut-il pour comprendre? Ils produisent les meilleurs véhicules électriques, les moins chers de la planète. Ils résolvent leurs problèmes de pollution et leur utilisation de l'énergie solaire. Ils n'ont pas à s'inquiéter des combustibles fossiles à l'avenir. Ils ne les utiliseront plus. Cela va poser un problème à l'Occident, le faisant ainsi glisser de plus en plus loin derrière en ce qui concerne l'évolution des nouvelles technologies. Je veux dire, si vous vous autorisez à y réfléchir un instant, que fait alors cet empire mourant? L'empire britannique, qui est en train de s'éteindre depuis une période plus longue et qui est beaucoup plus avancé dans ce processus de déclin, c'est-à-dire, récemment, il y a de cela quelques décennies, la guerre a été menée pour les îles Malouines, un lieu où il y a plus de moutons que d'habitants. Et les Britanniques, après un certain temps, ont en fait gagné. Nous allons nous immiscer dans les affaires de l'Azerbaïdjan. Bien sûr que nous allons le faire. Alors que la Chine est en train de créer une voie mondiale, nous allons saper cet effort de manière progressive en étant perturbateurs partout où cela est possible. Pouvons-nous dénicher un gouvernement local qui est en difficulté et lui octroyer une somme d'argent considérable pour l'aider à survivre, à la seule condition qu'il fasse parvenir quelques fusils en Ukraine? Ce qui ne changera absolument rien à l'issue de cette guerre. Il s'agit là de simples jeux symboliques. Ce sont les actes de désespoir d'un empire sur le déclin. Voilà de quoi il s'agit. Je ne pense pas. Vous savez, je ne suis pas un expert dans ce domaine. S'il vous plaît, je ne prétends rien. Je peux le localiser sur une carte, mais c'est à peu près tout. Mais ce sont là, pour moi, des signes successifs que l'Europe est à bout, qu'elle est finie. Ils doivent trouver un moyen de surmonter leur désunion. Il n'y en a aucun signe. Ils doivent trouver le moyen de se hisser au niveau des nouvelles technologies mondiales qui proviennent de Chine et des États-Unis encore. Et ils ne le font pas. Où vont-ils? Où est leur avenir? Nulle part. Ils s'accrochent désespérément et tentent de tenir bon. Ils ont passé les 75 dernières années en tant que fidèles vassals des États-Unis d'Amérique. Ils ignorent comment se libérer de cette situation. Ils sont terrifiés à titre personnel d'abord, car les carrières de leurs dirigeants ont été façonnées par cette tutelle, et ensuite parce qu'il est ardu de concevoir une nouvelle stratégie. Vos colonies sont perdues. Votre position sociale dans le monde est révolue. Votre domination économique est désormais limitée à la finance, comme Michael nous le démontre, et même cette influence est de plus en plus remise en question. Quand le monde envisage de remplacer le dollar, il ne se tourne pas vers l'euro. N'est-ce pas? Il est crucial de comprendre qu'ils sont confrontés à une situation bien pire qu'un simple déclin, la fin effective de leurs 5 siècles de domination dans le monde. Et il suffit de regarder leurs dirigeants actuels. Si jamais il y a eu un groupe de leaders inadaptés à leur moment historique crucial, ils sont là, juste sous nos yeux. Vous savez, et M. Xi Jinping, ainsi que M. Modi et M. Poutine et les leurs, ils surfent simplement sur cette vague montante et profitent pleinement du voyage, de la même manière que les Européens ont savouré leur propre ascension.
tout comme l'ont fait les Américains. Je pense que c'est la façon de comprendre tout cela, la guerre en Ukraine et le reste. Quand cette guerre en Ukraine s'arrêtera et qu'il deviendra possible en Europe de discuter du prix payé par les Européens pour cette guerre et de ce qu'ils en ont retiré, notamment les dirigeants considérés comme responsables. Écoutez, il est difficile pour Tony Blair de se déplacer en Angleterre. Il a cessé d'être Premier ministre d'Angleterre il y a des années. Mais ce dont on se souvient, c'est qu'il a menti à plusieurs reprises pour justifier le rôle mineur joué par l'Angleterre lors de l'invasion de l'Irak. Vous avez répété « armes de destruction massive » sans savoir. Il s'est fié aux renseignements britanniques qui soit ne savaient rien, soit ne lui ont rien dit, et je ne sais pas ce qui est le pire. On ne l'apprécie guère. Personne, absolument personne. Cet homme est à peine toléré. Ce sont des signes. Les Britanniques sont notre avenir. Nous sommes le prochain empire et eux sont en déclin. Nous sommes maintenant en déclin et ce n'est pas beau à voir. Et quand vous sombrez, plus que jamais, vous avez besoin du symbolisme. Qui dit non, vous êtes fort ou non. Et si je pouvais conclure, c'est Donald Trump. Il est le fervent partisan de cette approche. Je suis puissant, je peux frapper le monde à coups de tarifs douaniers, je peux frapper les méchants à coups de sanctions. Je déciderai, je l'ai entendu dire ça ce matin, s'il n'obtient pas la bonne réponse en rencontrant M. Poutine. En Alaska, eh bien vous savez, il dira « ce n'est pas suffisant » et cette réunion prendra fin. Regardez comment cet homme parle. Il parle comme s'il était le patron. Ça m'a frappé parce que mes premiers travaux universitaires portaient sur l'Empire britannique, en particulier l'Empire britannique en Afrique. Et j'ai toujours été stupéfait. Il possédait vraiment un manuel ou un livre de recettes et l'objectif était de trouver ce qu'ils appelleraient en Afrique les différences tribales et ensuite il les exploitait. Cette partie du pays où se trouvait cette tribu serait opposée à l'autre. C'était leur façon de faire. Diviser pour régner, telle était leur règle. Diviser pour administrer, telle était leur règle. Et oui, ils ont fait ça avec. L'impérialisme et le colonialisme leur ont simplement offert une plateforme mondiale à partir de laquelle ils pouvaient exercer leur politique. Et là, je suis sûr qu'il en reste des traces aujourd'hui. Eh bien, l'Ukraine en est une trace. Oui, l'Ukraine aussi. C'est ça, l'Ukraine aussi. Et c'est, je ne veux pas m'égarer sur un. Je ne vous prêche pas parce que vous en avez besoin. Mais il y a une partie de tout ça qui est indicible et pourtant il est impératif d'en parler. Le peuple ukrainien ont été sacrifiés ici. On a vu les États-Unis, les Européens, les Russes et même les propres dirigeants ukrainiens travailler main dans la main pour ravager ce pays. Je veux dire, c'est. Voici la seule chose qu'on puisse dire, même si je sais que les gens ne voudront pas l'entendre. Cependant, les Russes n'ont pas ravagé l'Ukraine de la même manière que les Israéliens l'ont fait à Gaza. Ils n'y sont pas allés pour tout détruire. Kiev, vous savez, le cœur de l'autre société, et le réduire en ruine. Ils n'ont pas déclaré leur but être de chasser les Ukrainiens d'Ukraine, ce qui est un moment historique crucial, car nous appréhendons en permanence la guerre en Ukraine à travers le prisme de l'histoire de Gaza, comme si chacune offrait une perspective unique sur l'autre, se complétant mutuellement. Et on s'indigne, ce que je comprends, si un missile russe frappe Kiev et tue une douzaine de personnes. Cependant, en un mois, il ne tue pas autant de personnes que ce qui est tué en seulement 2 jours à Gaza. Et finalement,
Non pas que les chiffres soient cruciaux, mais plutôt l'ampleur de ce qui se passe. C'est un message au monde entier sur la vulnérabilité dans laquelle nous nous trouvons en tant qu'espèce à cause de nous-mêmes et que certains d'entre nous pourraient continuer à agir ainsi, à rester là, 3 ans et demi après le début de la guerre en Ukraine. Tout ce qui concerne notre alliance commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça prendra un instant, mais l'importance apparaîtra. Fin de la Seconde Guerre mondiale, 1945, les États-Unis étaient le seul pays combattant encore debout. Sauf Pearl Harbor, aucune bombe ne tomba aux États-Unis. À l'inverse des économies ravagées en Grande-Bretagne, France, Allemagne, Russie, tous les concurrents potentiels étaient anéantis. Les États-Unis en sont sortis clairement dominants militairement, politiquement et économiquement. Le dollar américain est devenu la monnaie mondiale. Nous étions au sommet de la puissance. Il y avait des difficultés. Notre allié dans le combat contre les nazis allemands était l'Union soviétique. Nous les craignons désormais, les transformant d'alliés en ennemis. En Europe, bien plus proche de la Russie que nous le sommes et de l'Union soviétique que nous ne l'étions, il y avait eu une croissance puissante des mouvements communistes et socialistes ainsi que des partis politiques dans tous les pays européens. Pourquoi cela? Parce qu'ils représentaient la colonne vertébrale, le pilier fondamental de la résistance anti-nazie et antifasciste. Le deuxième parti politique le plus important en Italie après-guerre était le Parti communiste italien. Au sein du premier Parlement de la France d'après-guerre sous Charles de Gaulle, plusieurs postes ministériels furent confiés au Parti communiste français. Et les États-Unis en étaient absolument terrifiés. Terrifiés par la Russie, devenue le grand autre, et terrifiés par la proximité d'un changement révolutionnaire dans une grande partie de l'Europe. Je fais référence à l'Europe occidentale. L'Europe de l'Est faisait déjà partie du bloc soviétique. Alors les États-Unis, en tant que grande puissance, ont pris le dessus. Ils n'ont pas procédé à une démobilisation après la guerre qui venait de se terminer la Seconde Guerre mondiale, mais au contraire. Une croissance de notre puissance militaire, si bien que nous sommes devenus la puissance militaire dominante dans le monde, ce que nous sommes restés depuis. Je vais aborder 2 sujets. Le premier sujet concerne le licenciement massif d'employés gouvernementaux, actuellement mis en œuvre par M. Trump et par comment le nommer, son assistant, M. Musk. Le deuxième sujet portera sur la désintégration des relations entre les États-Unis et leurs principaux alliés en Europe, ainsi qu'au Canada et au Mexique. Donc, commençons par le licenciement de tous ces employés publics. Le langage employé est bidon. Il n'a jamais été question d'efficacité, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'efficacité, c'est ce que les arnaqueurs utilisent quand ils veulent vous distraire de ce qui se passe réellement. Les employeurs licencient leurs employés en disant « ce n'est rien de personnel, pas une question de profit, c'est une question d'efficacité ». Bien sûr que oui. Voici un exemple de l'efficacité que nous voyons. Je vais prendre un exemple simple et facile à comprendre, l'IRS. Vous savez, les individus qui collectent nos impôts à nous tous dans ce pays, environ 70 000 personnes. Waouh! 10% d'entre eux, soit 7 000, ont déjà été licenciés et les plans officiellement annoncés prévoient le licenciement de 50%, soit la moitié du personnel restant, à savoir 30 000 personnes ou davantage. Quand vous licenciez 50 à 60% du personnel en si peu de temps, vous ne gagnez pas en efficacité.
Vous ne faites que passer le processus au hachoir. Pour être efficace, il faudrait examiner chaque poste, voir ce qui est vraiment nécessaire, ce qui ne l'est pas, ce qui pourrait être résolu en déplaçant une personne d'un type de travail à un autre, d'un lieu à un autre. Oui, nous savons ce que signifie évaluer une situation pour améliorer l'efficacité. Ce n'est pas le cas ici. Vous ne pourriez pas faire ça en quelques semaines, ce dont il est question ici. Donc, ce que nous voyons est autre chose, et voici ce que le président aurait dû vous dire. En 2017, durant la première présidence de Trump, il a accordé aux entreprises et aux riches l'une des plus grandes réductions d'impôts de l'histoire américaine. Énorme, énorme. Mais pour faire passer cela au Congrès et ainsi offrir ce cadeau aux entreprises et aux plus riches. D'ailleurs, après 30 ans d'histoire américaine où nous avions redistribué richesses et revenus des pauvres et de la classe moyenne vers les élites, celle-ci n'avait jamais eu si peu besoin d'une réduction d'impôts qu'en 2017, que Trump la leur a quand même accordée. Cependant, pour la faire passer au Congrès, il a été contraint d'y ajouter une clause spécifiant que ces réductions d'impôts exceptionnelles pour les plus aisés arriveraient à échéance en l'an 2025, c'est-à-dire cette année. Maintenant, si ces réductions expiraient, les entreprises et les riches devraient payer de nouveau les impôts importants qu'ils ont évités depuis 2017, ce qu'ils refusent. Trump leur a garanti qu'ils n'auront pas à le faire. Alors, s'ils ne procèdent pas à ces hausses d'impôts, alors le gouvernement devrait emprunter des milliers de milliards, comme il le fait depuis quelques années. Et monsieur que Trump veut apparaître comme celui qui n'emprunte pas comme les autres, pour pouvoir dire « Regardez-moi, je n'emprunte pas ». Et comment va-t-il s'y prendre? En passant les employés du service public à la hache de boucher, supprimant leurs emplois et réduisant leur budget, fermant leurs bureaux, mettant un terme à leurs activités. Cela n'a rien à voir avec l'efficacité. C'est un jeu politique pour faire en sorte que M. Trump doit faire bonne impression auprès des milliardaires qu'il sait devoir satisfaire pour maintenir sa position, son influence et son pouvoir. Si je peux me permettre d'intervenir. Voici une très courte leçon de géographie. Ils sont tous là-bas. Bien sûr, les Azéris ainsi que les Arméniens doivent composer avec leur environnement direct, à savoir la Russie, l'Iran et l'initiative de la nouvelle route de la soie, la Chine et l'Inde. Pourquoi diable, à terme, voudrait-il demeurer le poste avancé et isolé des États-Unis, un empire mourant? Ce n'est pas ainsi que l'on négocie des accords, peut-être à court terme, mais pas plus. Peut-être tel ou tel dirigeant, mais à long terme, cette proposition, ça ne se produira pas. Il faudra plus de temps avant que le Guatemala, le Costa Rica et le Panama ne trouvent un accord avec les Chinois et les Russes. Ce sera un processus lent et prudent. Parce qu'ils doivent gérer leur énorme vulnérabilité face aux États-Unis, de la même manière que le Mexique et le Canada doivent le faire. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent rien faire. Les Canadiens établissent très rapidement et de manière significative des relations avec la Chine, notamment pour l'aluminium et le bois d'œuvre. Cependant, ils progressent avec une lenteur notable et se montrent très anxieux à l'idée de devoir accepter une frontière de plusieurs milliers de kilomètres avec ce pays. Et je suis convaincu que vous allez observer un scénario similaire. L'étape logique suivante pour les pays du Caucase est soit de s'aligner sur les BRICS, ce que certains d'entre eux font déjà, soit de devenir un de ces pays qui jouent sur les deux tableaux. L'empire mourant et l'empire naissant l'un contre l'autre. Nous sommes l'ami de tout le monde.
Nous enverrons la prochaine mission nécessaire pour nous aider à construire un chemin de fer dans notre pays, à Londres et à New York. Mais au lieu de revenir chez eux après ça, ils s'envoleront directement vers New Delhi ou Pékin ou ailleurs. Et qui nous offrira le meilleur marché? J'ai déjà remarqué et suivi, grâce à mon intérêt pour l'Afrique, que de nombreux chemins de fer africains sont désormais construits par les Chinois. Mais c'était après que ces gens aient envoyé une mission en Occident et dit « Nous voulons de l'aide pour ce chemin de fer ». Que faire? Ils ont reçu des offres, puis sont allés de l'autre côté pour d'autres offres. Et devinez les offres des BRICS. Je veux rappeler à tous que les BRICS sont désormais une alliance économique plus grande et plus prospère que le G7. Donc, bien sûr, il ne devrait surprendre personne qu'une offre plus avantageuse puisse souvent être proposée par l'autre partie. Et donc, le chemin de fer sera construit par les Chinois. L'Union soviétique n'existe plus. La Russie est une société capitaliste et elle l'affirme avec fierté. Monsieur Poutine le dit et le répète inlassablement. L'Union soviétique, elle, n'existe plus. Et les mouvements communistes et socialistes en Europe sont beaucoup plus faibles qu'ils ne l'étaient en 1945. Le danger d'aujourd'hui n'est absolument pas comparable à celui de cette époque passée. Et donc, les États-Unis font face à une situation totalement différente. Mais deuxièmement, et c'est encore plus crucial, les États-Unis sont bien plus faibles qu'en 1945. Ils ne sont plus l'unique puissance économique. En fait, ils ont déjà été égalés et sont en passe d'être dépassés par la Chine et ses alliés qui représentent désormais une force économique plus vaste et plus prospère que ne le sont les États-Unis. Cette réalité terrifie les États-Unis qui sont complètement paniqués. Nos dirigeants en parlent-ils? Non, ils nient son existence. Les BRICS ne sont rien, a dit Trump il y a peu. Il voudrait que ce soit vrai. Chine et BRICS sont un bloc économique plus grand que les États-Unis et le G7. De plus, la Chine et les BRICS, c'est 55 à 60% de la population mondiale. Les États-Unis, c'est 4,5% de la population mondiale. On ne peut surmonter ça, peu importe le nombre de missiles. Ça ne marchera pas, et les États-Unis le savent. Monsieur Trump et ses conseillers le savent. Monsieur Biden et les siens aussi. Il devrait être franc avec nous et nous devrions discuter de ce qu'il faut faire dans cette situation. Mais non, aux États-Unis, nous pratiquons le déni. Nous nous prétendons au sommet, comme en 1965. Ce n'est pas le cas. C'est fini pour ce que nous avions alors. Comme chacun l'aurait compris, on ne reste pas dans cette position unique. Aucun pays n'y est jamais resté. Chaque empire a eu son apogée, puis a décliné. Nous sommes en phase descendante. Et le désespoir, vous savez comment il se manifeste? Eh bien, pour monsieur Trump, c'est en se retournant contre ses propres alliés. Vous êtes si désespéré que vous rompez vos relations avec le Canada et le Mexique. Regardez bien, vous rompez vos relations avec l'Europe de l'Ouest. Regardez bien. Vous êtes désespéré et dans votre désespoir, vous devenez en réalité plus faible, ce qui n'est pas non plus inhabituel. Nous traversons un moment historique crucial, mais le fait d'écouter M. Trump, c'est un peu ce qu'on entendait de M. Biden. Ce sont des faux semblants, des illusions, du déni, des affirmations sans fondement. Mais il n'y a pas de confrontation honnête avec les réalités qui crient pour que l'on s'y intéresse avant que nous ne coulions tous, car nous n'avons pas su les résoudre.